Bonjour à tous. Alors depuis la dernière canicule, il n'y a pas eu une seule couverture de presse, une seule journée sans qu'on nous parle d'urgence climatique, de montée des eaux, sans qu'on nous fasse culpabiliser avec l'empreinte carbone, le fait de prendre des avions ou de manger de la viande. Ça c'est le dernier rapport du GIEC, enfin presque. Bonjour Jacques Cheminade. Oui, bonjour. Bonjour Benoît Odile. Bonjour. Donc on avait parlé de Greta Thunberg il y a 2 semaines, mais on va en remettre une couche parce qu'il y a largement de quoi. Alors d'abord, Jacques Cheminade, c'est quoi cette histoire qu'on entend partout qu'il nous resterait 18 mois pour sauver le monde? C'est pas 18 mois pour sauver le monde, soyons précis. Il nous reste 18 mois avant la COP26 qui sera à Londres. Donc on dit pendant ces 18 mois, il faut faire quelque chose pour sauver le monde et préparer quelque chose pour le futur. Alors ça part d'où ce raisonnement? Ça part du fait que le monde est constitué de ressources relativement finies. Ouais. Et que dans un monde de ressources finies, alors le Guardian, parlons de l'Angleterre, le Guardian a publié un rapport, qui est un rapport de 94 soi-disant scientifiques, en fait beaucoup de psychologues parmi eux, disant reconnaître une croissance économique infinie sur une planète aux ressources finies, c'est pas possible, c'est pas fiable. Ah, c'est pas totalement faux en même Alors, temps. si, parce que l'être humain est capable de créer, de comprendre et de développer. Alors, si on dit un monde de ressources finies, on pense qu'on est dans une bulle, on pense qu'on est dans une prison, et l'être humain, il est fait pour en sortir. Alors, je pense que nous tous, nous pensons que le monde futur doit être meilleur. Moralement, nous voulons le rendre meilleur. C'est ce que pense Greta Thunberg. Pour nous tous, pour les générations futures. Mais, Greta Thunberg dira, pas elle, mais tout ce qu'elle a entendu et qu'elle répète, Greta Thunberg dira, il faut limiter ce que nous faisons dans ce monde, il faut s'unir pour lutter contre le réchauffement climatique, ne pas user les ressources, il faut vraiment, c'est le moment, sans ça nous serons tous coupables, c'est le moment, l'humanité est composée, c'est sous-entendu, elle ne le dit pas toujours aussi clairement, mais c'est tout à fait sous-entendu, est composée de prédateurs, de pollueurs et de gens qu'il faut limiter dans ce qu'ils font. Alors, le plus ironique de tout, c'est qu'elle est allée voir Al Gore, qui était le candidat à la vice-présidence Il américaine. fait le film sur Et qui a fait une vérité qui dérange, hein, c'est voilà, une vérité qui dérange. Et elle a dit, Greta Thunberg, je suis très heureuse d'être avec toi, tu as été un prédécesseur dans tout ce qu'on a dû faire. Bon, il se trouve qu'Al Gore, en plus, par sa famille, a une mine de zinc dans le Tennessee qui était une des plus polluantes qui soit. Donc on est en pleine contradiction, on voit bien que une certaine oligarchie utilise ça pour manipuler. Pour manipuler quoi? Pour répandre un pessimisme sur la nature même de l'être humain. Je vois ici une des citations les plus caractéristiques, je pourrais en trouver beaucoup d'autres, mais c'est Jean-Marc Jancovici, notre écologiste, qui dit « Dans les pays occidentaux, il y a un premier moyen de réguler la population de façon raisonnablement indolore, ne pas mettre en œuvre pour faire survivre les personnes âgées malades, à l'image du système anglais qui ne pratique par exemple plus de greffe d'organes pour les personnes de plus de 65 ou 70 ans. » Le modèle anglais, c'est un modèle idéal, apparemment, pour Jancovici. C'est un modèle qui s'accorde à limiter les soins en fonction de l'utilité que la personne peut représenter pour la société et pour ceux qui contrôlent la production de ces personnes. C'est ça en gros le modèle anglais. Et c'est une idéologie, disons, utilitariste, si on veut utiliser un mot, qui la définisse. Mais du coup, tous ces gens-là qui sont en train de paniquer sur le sort de la planète, et ils n'ont aucune raison objective de paniquer, on pollue pas, il n'y a aucun problème? Bien sûr qu'on pollue, mais bien sûr, tout être humain laisse quelque chose dans l'univers sous forme de déchets. Mais ça, j'ai une trace, mais allez voir ce qu'on en fait. Mais revenons au fond de l'histoire. Je suis aux États-Unis en 1975 et je tombe, ça a changé ma vie, je pense. Je tombe un dimanche sur le supplément de New York Times, 5 février 1975. Et c'était Halte à la croissance, il reprenait le livre du Club de Rome de 1972. Et l'être humain, il était décrit comme quelqu'un laissant une empreinte dans le monde avec, comme disait Aurelio Peccei. Qui était même allé jusque sur la Lune pour polluer. Aurelio Peccei, qui laissait des métastases cancéreuses et qui irait même partout polluant.
Et ce que disait ce numéro du New York Times, c'est que le monde était composé de ressources limitées, qu'il y avait une terrible famine en Éthiopie à l'époque et que l'Éthiopie n'allait jamais se développer. Et il disait aussi que il fallait pratiquer peut-être l'éthique du canot de sauvetage, ou ce qu'on faisait dans les tranchées de la guerre de 14 en éliminant les inaptes, qu'il fallait peut-être qu'une partie de la population, le monde étant surchargé, sa capacité d'accueil n'étant pas infinie, qu'il fallait peut-être jeter des gens par-dessus bord si eux-mêmes ne voulaient pas sauter. Et bon, c'était ce qui est dit. Hein. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai quand même... C'est quelque chose de terrible. Ils n'ont pas pu le faire passer à l'époque, parce que les gens étaient un peu plus raisonnables et davantage optimistes. Depuis, il y a eu, avec les crises financières, avec les crises et tous les conflits qui se sont déroulés, après l'espoir, pour certains, de la chute du mur, et les espoirs ne sont pas trouvés... oui, ça n'a pas marché. Donc, à partir de tout ça, on joue sur le pessimisme aujourd'hui pour développer cette idéologie. Et ce qu'il y a derrière, c'est la volonté de mettre en place un pouvoir autoritaire pour contrôler les choses. Ils ne le disent pas. Ils disent autonomie, peu de choses. Je prends Qui le dit, Dennis Meadows. Dennis Meadows, l'auteur du rapport Forrester-Meadows, qui était la base pour le Club de Rome, Alta Croissance. Ce que dit Meadows aujourd'hui, interviewé donc, ou écouté le 30 juillet, donc c'est très récent, 2019, dans Libération, il nous dit « Le dérèglement climatique, combiné avec la réduction des énergies fossiles peu chères au cours du siècle, éliminera les fondations du modèle actuel de société industrielle. » Et il ajoute « Quand les gens pensent devoir choisir entre l'ordre et la liberté, ils choisiront toujours l'ordre. La montée de l'autoritarisme est inévitable. Je suis personnellement très content de vivre dans une démocratie, mais nous devons admettre que les démocraties ne résolvent pas tous les problèmes existentiels. Les libertés individuelles sont déjà restreintes, et je pense que cette tendance va se poursuivre inévitablement. » Voilà ce qui est dit, en toutes lettres. Donc c'est l'auteur du rapport Forrester-Meadows qui disait que le monde est composé de ressources limitées. C'est un peu radicalisé, parce que du coup, il ne proposait pas ça à une époque. Il ne proposait pas ça aussi ouvertement, c'est vrai, à une époque. Mais aujourd'hui, compte tenu de l'évolution des choses, on n'est plus dans la fameuse courbe d'Al Gore qui disait « Regardez, il y a trop de population, trop de population, trop de population. » Et à un certain moment, il faudra arrêter. Maintenant, on dit « On va arrêter, on va le faire avec des méthodes vraiment autoritaires. » Mais qu'est-ce qui faisait qu'à l'époque, en 70, Meadows il disait il y a une limite à la croissance là, maintenant, parce qu'il disait que c'était pas trop longtemps. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on est, 50 ans plus tard, là, il y a vraiment une limite, là, maintenant. Pourquoi on peut dire que là, maintenant, il y aurait vraiment une limite et pas il y a 50 ans? Alors, ce qu'ils diront, c'est qu'il y a une hausse énorme de la population mondiale. C'est déjà ce que disait Aldous Huxley en 1953, en disant bientôt il y aura 3,5 milliards d'êtres humains. Maintenant, il y en a à peu près 8 milliards, on arrive vers 8 milliards. On dit c'est encore pire, c'est chaque fois pire. Si l'être humain était un pollueur et un prédateur, ce serait vrai. Mais ce qui fait que l'être humain, c'est qu'il est capable de créer, d'inventer des ressources nouvelles. Le charbon, avec lequel on faisait des dessins sur le mur des cavernes à la préhistoire, est devenu une grande ressource d'énergie pour l'humanité. Maintenant, elle est dépassée, il faut passer à autre chose. Mais voilà, il faut penser cette histoire comme une histoire de progrès, une histoire où on fait des découvertes successives. Alors, il y a quelque chose dont on a beaucoup parlé dans nos publications ces derniers jours, ces dernières semaines, et dont on parle aussi dans les médias, c'est les mouvements Deep Green Resistance et Extinction Rebellion. Alors quand même, on a découvert des choses assez gratinées là-dessus. Est-ce que tu peux nous en parler? On a parlé davantage d'Extinction Rebellion, il faut dire. Pour être honnête. C'est plus gentil, c'est plus présentable. Les deux jouent comme un tout. Alors, pour commencer, sur Extinction Rebellion, la déclaration du Guardian sur le monde de ressources limitées, c'était pour soutenir Extinction Rebellion, ce mouvement, qui a une manifestation à Londres, je crois que c'était le 17 novembre de l'année dernière, où il y avait 6000 personnes déjà. Donc ce mouvement Extinction Rebellion, qu'est-ce qu'il dit? C'est un mouvement qui dit, voilà, le monde est composé de ressources limitées, donc il faut reconnaître qu'il y a une crise par la consommation humaine qui a une influence sur le climat. Donc pour ça, évidemment, il faut créer une conscience citoyenne et le faire par des méthodes je dirais, qui étaient celles de Gandhi et de Martin Luther King, des méthodes, disons... de désobéissance civile, comme ils disent. Alors, ce qui est curieux, c'est que ces méthodes doivent être pour imposer quelque chose. Et c'est fait d'un point de vue, pour certains, de gauche, pour d'autres, comme les
Greta Thunberg, je ne vais pas m'intéresser à la politique, c'est une chose en soi, c'est l'écologie et rien que l'écologie. Yannick Jadot n'est pas loin de dire la même chose. Et puis il y a ceux qui disent, c'est le biotype des différents pays qui est menacé, le biotope français, dira Hervé Juvin, et il dira, voilà, il faut une écologie qui empêche que ces biotopes soient atteints. Donc on voit de différentes sources, selon différentes ou apparemment différentes opinions politiques, se développer cette idée qu'il faut se restreindre, il faut se serrer la ceinture, et que l'être humain est dans un environnement, alors certains diront un biotope, d'autres diront une prison sur une cellule, d'autres diront un monde de ressources finies, dans lequel on ne peut pas sortir, on ne peut pas s'évader. Et ça, c'est ce qui est développé partout. C'est pour ça que la situation est plus mûre, parce que plus de gens y croient, plus de gens ont joué à des jeux vidéo où il y a, comme dans Fortnite, où il y a cette idée-là. Oui, les murs de l'arène se rétrécissent sur les joueurs. Ouais. Oui, si je dirais, plus les pendules d'Edgar Allan Poe, où les murs se resserrent et la personne est au milieu et risque d'être écrasée avant d'inventer quelque chose. Mais elle invente quelque chose. Ouais. Gail Bradbrook, qui était une des fondatrices, a écrit un texte en disant comment des drogues hallucinogènes ont aidé à inspirer Extinction Rebellion. Elle le dit elle-même. Alors, elle a pris du peyote, l'ayahuasca et l'iboga, toutes ces drogues-là, naturelles, les drogues naturelles, bien sûr. Et elle dit, voilà, ça m'a mis dans une capacité de comprendre avec la nature que tout cela était menacé, et que c'était l'homme qui menaçait la nature, et qu'il fallait défendre la nature, d'où Extinction Rebellion. Et évidemment, avec derrière, mais on le dira tout à l'heure, toute une série d'intérêts financiers qui pensent investir dans ces secteurs-là au moment de la crise. Ouais. Mais est-ce que justement le fait de mettre un compte à rebours sur les gens en disant c'est 18 mois, après c'est trop tard, on aura 6 degrés, etc., le fait qu'il y ait ce compte à rebours et cette pression, est-ce qu'ils ne vont pas être frustrés, tous ces gens non violents, au bout d'un moment, et commencer à basculer dans la violence et justement vers Deep Green Resistance Deep Green Resistance, pour préciser pour les gens qui nous regardent, c'est quoi exactement alors? Ça, c'est le dur de la chose. Eux veulent démanteler les structures industrielles et les infrastructures. Ils disent l'industrie, c'est le coupable. L'homme abîme et détruit l'univers, et il faudra même des méthodes violentes. Alors ça, c'est la différence entre Extinction Rebellion et Deep Green Resistance. Et les deux pourront marcher ensemble pour pousser à ce monde dans lequel on doit renoncer aux acquis, je dirais, de la science et du développement. Sachant que c'est des mouvements, parce qu'on se souvient que par exemple Ursula von der Leyen, au niveau européen, a appelé à la décarbonisation de l'économie européenne d'ici 2050, et ce genre de mouvements veulent accélérer donc le délai à 2025, c'est-à-dire dans 6 ans. Ils veulent 2025 et mettre la pression. Si on regarde, il y a la Deep Green Resistance, et ici j'ai une affiche qu'on voit à Paris, Rebel Without Borders, en rébellion sans frontières, à partir du 7 octobre jusqu'au 19 octobre à Paris et dans toute l'Europe. Et ça s'appelle Extinction Rebellion, c'est XR qui signe ça. Si tu peux nous expliquer qui finance ces gens, parce qu'il y a toujours de l'argent quelque part. C'est pas mécanique, mais c'est des gens qui se sont dit, tiens, voilà une belle occasion, on va s'en emparer. Donc, les mêmes qui finançaient le Club de Rome. Moi-même, j'ai rencontré Aurelio Peccei, et à l'époque, je crois que c'était en 1974 ou 74, juste avant d'avoir lu le fameux numéro du New York Times. Et je lui ai dit, Monsieur Peccei, vous dites que ça se répand, que l'humanité se répand comme une métastase cancéreuse, ça me paraît un peu fort pour quelqu'un qui se dit venu de l'Italie catholique. Ah, il m'a dit, non, ces questions ne se posent pas comme ça, c'est une réalité. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, évidemment, vous avez au cœur des gens comme Mark Carney, qui est le gouverneur de la Banque d'Angleterre et qui est de nationalité et d'origine canadienne, qui ont dit on arrive à un Minsky moment, un moment Minsky du climat. Alors, moment Minsky en finance, c'est quand les entreprises, avec leurs revenus, ne peuvent plus même payer l'intérêt de leurs emprunts. Pour le climat, c'est le moment où, quand même, la nature ne peut plus assurer la capacité d'accueil de l'humanité. C'est le jour du dépassement, qui a été fait d'ailleurs par des gens associés au Wildlife Fund, au WWF. C'est tous des intérêts qui sont associés les uns avec les autres. Alors derrière, Mark Carney, gouverneur de la Banque d'Angleterre, il y a quelque chose qu'il a lancé qui s'appelle le Green Financial Initiative. Cette initiative, avec la Banque d'Angleterre, la Citi, JP Morgan, Barclays, et pour notre côté français, Amundi, que du beau monde. Et 34 banques
de ce monde-là, les 30 grandes banques centrales, ont dit on fait un réseau pour le verdissement de la planète et un verdissement du système financier. Greening the Financial System, 2017. Donc il y a tous ces intérêts-là. Ils ont l'air d'avoir plus d'enthousiasme embarqués dans ça. que quand une dernière chance de faire de grands revenus financiers dans un monde de fous où on émet de la fausse monnaie tout le temps. C'est comment en casser davantage? En faisant ça, ça n'exige pas une transformation de la nature, ça exige par contre une transformation de l'homme, on le fait passer, et avec ça on fait un paxon d'argent. Un pognon de dingue, comme dirait l'autre. Donc tout le monde est d'accord, la finance et les écolos, pour plus d'austérité et pour réduire le niveau de vie de la population finalement. Alors, ils ne le disent pas souvent, les écolos de base, qui croient bien faire, qui croient assurer un monde meilleur, qui croient se battre contre les grands intérêts financiers, comme on leur dit, eux ne pensent pas comme ça. Mais évidemment, dès qu'on atteint un certain niveau, on a la manipulation des idiots utiles, comme disait l'autre aussi, Lénine, espèce. Donc, on a aussi un Climate and Emergency Fund. Ça, c'est encore plus... C'est lié au Green Financial Initiative, un Climate Energy Fund, Emergency Fund, pardon, dans lequel il y a Rory Kennedy, qui est une des descendants de Robert Kennedy, Helen Getty et surtout un philanthrope qui s'appelle Trevor Nilsson. Et ces gens-là, eux, veulent créer quelque chose qui incite à faire tout ce qu'on a dit auparavant. Alors, évidemment, ces gens-là financent Extinction Rebellion, et ils ont même dit, on leur a donné 500 000 $, on en aura beaucoup plus par la suite. Donc, pour ces gens, vous les voyez partout, vous les voyez manifester, et vous vous dites, des gens qui, comme nous, n'ont pas du tout ces moyens financiers, mais comment ils font? Ben, voilà la réponse. Elle est simple. Alors, il faut dire que ça s'officialise presque, parce que certains en France se souviennent peut-être du film Demain, avec Cédric Dion. Cédric Dion. Bon, lui intervient, ou dans l'Obs, j'ai le numéro du 1er août, donc c'est très récent, où il dit maintenant on n'est plus gentil, hein, nous sommes passés dans une phase nouvelle avec des actions déterminées des essences civiles. Donc c'est le noyau dur d'Executive Rebellion, qui va tenir en octobre ces manifs dans toute l'Europe, 7 au 19, ils le disent. Plus, alors en France, se réunira quelque chose que Cyril Dion lui-même a organisé, c'est la fameuse Conseil écologique d'Emmanuel Macron. 150 citoyens tirés au sort. 4, 5, 6 octobre. Donc c'est aussi, ça se passe en octobre. Ce que je veux dire, c'est que tout ça n'est pas quelque chose vu dans un futur lointain, c'est que c'est ici et maintenant, et une manipulation qui pousse à faire les choses très vite. Quand on parle des 18 mois, c'est ces 18 mois d'action en vue de préparer un futur dans lequel l'économie verte sera mise en place. Alors, à mon jugement, dans un premier temps, peut-être il y aura des financiers, si ça marche, qui feront énormément d'argent. Il y aura une crise migratoire terrible, parce qu'on ne développera pas l'Afrique. Mais dans un deuxième temps, il y aura les régimes totalitaires qui viendront. Et un véritable, ce qu'on peut appeler, hein, et je ne veux pas insulter les écologistes qui se battent pour leur conception de l'écologie. Ils n'y pensent pas, ils ne le croient pas. Mais ce que j'ai dit le prouve assez, je pense. Au bout, il y a ces régimes dits autoritaires. Ils disent ce qu'on fait en Chine, ce qu'on fait en Russie, ça ne suffit pas. Il faut un régime autoritaire d'une autre manière. Certains parlent de réparer nos démocraties. D'autres disent qu'il faudra un régime beaucoup plus dur. Et il faudra le faire de façon autoritaire. Si on commence, comme le dit Deep Green Resistance, à démanteler les infrastructures industrielles, à empêcher de manger de la viande autoritairement, à empêcher de même se vêtir. Il y a même qui disent le textile, ça fait de la pollution, il ne faut pas le textile, il ne faut pas l'électricité. Si on fait tout ça, nécessairement, ça devrait être imposé par la force. Donc, alors, ces gens-là, ils ont quand même en tête une décroissance, parce qu'en fait, c'est ce qu'ils veulent imposer véritablement. Oui, ils parlent... Et du nombre de milliards d'individus sur la planète aussi, il y en a qui sont très clairs là-dessus. Certains ont la vision très claire, ce sont ceux qui sont au sommet de la pyramide de cette idéologie, qui disent qu'il faudra une planète d'1 milliard d'individus. La capacité d'accueil actuelle est beaucoup trop élevée, elle est très dangereuse, on est en train d'user la planète. Imaginez si tous les Africains voulaient avoir le même niveau de vie que les Américains. Ça serait terrible. Scandaleux. Ces Américains-là, ils sont en train de détruire les Africains, c'était comme ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a des modes de consommation qu'il ne faille pas changer. Oui, bien sûr que oui. Mais ça ne veut pas dire que la consommation en soi est quelque chose de mauvais. Si on voit l'histoire des espèces dans le monde, plus une espèce se développe, plus elle consomme. C'est ça l'histoire des espèces vivantes dans le monde.
De la nature, donc. De la nature elle-même, bien sûr. De la nature. Bon, alors du coup, c'est quoi ta vision de l'écologie? Ben, c'est pas de continuer le business comme il se fait actuellement. Et le compte de l'hypocrisie, c'est la Banque Centrale Européenne qui a racheté même des titres de sociétés très polluantes tout en prétendant combattre la pollution. Ça veut dire de changer un mode de société, un mode de production. C'est pour ça que la fusion thermonucléaire contrôlée est si importante. C'est la science, c'est une chose qui détruira beaucoup moins en réalité la nature que le reste, puisqu'elle sera beaucoup moins polluante. Et ça créera pour l'homme, pour tous les êtres humains associés, une capacité de créer, de connaître, de comprendre. Et cela, on pourra communiquer sans créer cette pollution par tous les moyens modernes, depuis l'intelligence artificielle jusqu'au numérique, qui le permettront. Ça, c'est un peu scientiste, ça, comme... Ça veut dire, oui, on croit à la science, mais c'est subjectif. La science est toujours subjective. C'est-à-dire qu'il faudra, ça ne se fait pas automatiquement comme ça, parce que ça se passe, hein. Ça se fait parce qu'il y a des individus qui prennent des responsabilités politiques. Et la science est politique. C'est là, on n'est pas scientiste, c'est pas réductible à la science. C'est penser à un monde meilleur, où aujourd'hui pour le bien commun, pour que tout le monde aille mieux, qu'on développe l'Afrique, qu'on enlève les déchets plastiques qui sont dans les océans, qu'on enlève les débris de l'espace et qu'on puisse aller plus loin dans l'espace en le faisant. Et ça veut dire qu'on ne fasse pas des choses comme on l'a fait à Paraopeba au Brésil ou au Rio Doce, c'est-à-dire où la compagnie Vale a fait des choses épouvantables, 2 barrages ont cédé, il y a eu des morts, il y a eu une pollution abominable. Qu'on arrête ça, qu'on arrête par exemple ce qu'Al Gore faisait avec sa mine de zinc. Je ne sais plus s'il le fait aujourd'hui, mais il y a encore quelques temps il le faisait. Qu'on arrête ce genre de choses. Qu'on reverdisse les déserts. Et qu'on regarde vers le futur. Qu'on reverdisse le désert, par exemple, bien sûr. Ce qu'on a commencé à faire en Chine, en Inde, etc. Ce qu'ils ont commencé à faire, en particulier en Chine, mais il faut le faire en pensant scientifiquement. C'est-à-dire qu'en Chine, on dispose les arbres d'une certaine façon, on irrigue d'une certaine façon, on étudie les insectes prédateurs d'une certaine façon, et on favorise les autres. On pense, c'est comme le sol, on pense au sol, on pense à la composition du sol. On n'en fait pas un support sur lequel on jette des choses, ou on ne l'abandonne pas. On fait un sol, on regarde comment, par exemple, différents intrants dans le sol, comme des vers, peuvent l'enrichir. On peut accroître le nombre de vers dans le sol. On peut mettre aussi certains produits chimiques en faisant très attention à mettre la quantité nécessaire et pas n'importe quoi. On peut utiliser les drones et les satellites pour avoir une agriculture plus ciblée. Et aussi les drones et les satellites pour voir les épidémies. On voit les épidémies de là-bas et on peut intervenir beaucoup plus vite. Il faut faire quelque chose qui donne un état d'esprit à l'humanité où on croit à l'avenir. Un mot de conclusion ? C'est nous mobiliser pour ça, politiquement, et dire clairement ce qu'on a à dire, pas pour blesser ou pour injurier, mais pour assurer que dans l'avenir, les gens qui ont un souci moral, comme beaucoup d'écologistes, l'appliquent là où c'est nécessaire et là où il le faut, et pas se laissent entraîner à des choses, sans en être conscients la plupart du temps, qui sont autodestructrices, qui sont destructrices même pour eux. Donc ne nous trompons pas de changement de paradigme. Ni de cible. Oui. Et d'ailleurs, je vous renvoie pour se quitter à la dernière vidéo de Benoît Odile, la croissance infinie. Ça va pas plaire aux collapsologues, comme tu dis. Non, ça n'aura pas plu, j'ai eu beaucoup de commentaires. Voilà. Et on se dit à la semaine prochaine.